Celui de Guy Fawkes, un catholique anglais de la fin du XVIe siècle, connu pour avoir protesté contre la politique intolérante du roi. Vous l'aurez compris, je parle des Anonymous, cette communauté d'anonymes qui se bat pour de nobles causes. Favoriser l'élan démocratique du printemps arabe, dénoncer les banquiers voyous de Wall Street, en clair, lutter contre la corruption et défendre la liberté d'expression partout, par tous les moyens, avec un terrain de prédilection, Internet, bien sûr. Alors, le film de ce soir pose la question, ces Anonymous sont-ils des justiciers de la toile, des chevaliers blancs des temps modernes ou de dangereux hackers? Car ces Anonymous, vous le savez, sont d'abord des spécialistes du piratage de sites Internet, les sites de Sony ou d'Universal par exemple, et leur rêve ultime est très clair, utiliser leur force de frappe mondiale pour que toutes les corruptions du monde soient dénoncées sur Internet, une transparence totale. Imaginez que nous fassions tout fuiter, ont-ils d'ailleurs un jour annoncé sur la toile. C'est leur rêve et en même temps leur menace. Alors à vous de vous faire votre idée avec cette enquête passionnante signée Lionel de Coninck. Enquête sur ces hommes et femmes de l'ombre au Brésil, aux États-Unis, en Asie et en France. Bon film et à très bientôt sur LCP. Nous avons parfois attendu des heures, en vain. De rendez-vous manqués en fausses promesses d'interview, il nous a fallu plusieurs semaines pour établir des contacts, pour comprendre les codes, le langage des Anonymous. Anonymous n'est pas une organisation, une partie ou même un mouvement. Anonymous n'a pas de leader, pas de gourou, pas des idéologues. Même si nos armes sont plus faibles que les leurs, nous sommes beaucoup plus nombreux. Et surtout, nous sommes très motivés. C'est un avantage dans notre lutte pour la liberté. Personne ne nous arrêtera, nous serons toujours là. Pour moi, ce sont des gamins irresponsables. Ils se fichent des dégâts collatéraux. Les pouvoirs n'arriveront pas à vaincre Anonymous. La force d'Anonymous, c'est d'être suffisamment varié, mouvant, élastique, pour rester sur le champ de bataille quoi qu'il arrive. On peut très bien imaginer un groupe terroriste qui se servirait du nom d'Anonymous pour initier une action. Nous nous battons pour nos libertés. Nous sommes anonymes. Nous sommes légion. Nous ne pardonnons pas. Depuis quelques mois, ils sont partout. Ils bloquent des sites internet. Foule anonyme, ils manifestent dans les rues avec un slogan. Nous sommes légion. Les Anonymous sont jeunes, disséminés partout dans le monde et ils communiquent entre eux via Internet sur des réseaux discrets, secrets même. C'est dans ces canaux de discussion que nous avons pu établir le contact. Ils sont méfiants, il nous a fallu du temps pour enfin rencontrer l'un d'eux. Après plusieurs mails, un premier rendez-vous nous est donné à Lille, dans un bar qui dispose d'une connexion Internet. Ce jeune homme affirme être au cœur du réseau Anonymous. Personne ne se connaît, on se connaît via Internet interposé. On partage des convictions, on ne partage pas notre vie. Il se dit informaticien et développerait des logiciels. Il va nous expliquer comment bloquer un site Internet. C'est la spécialité des Anonymous, les attaques dites de déni de service. Très simples à mettre en œuvre, il suffit de télécharger un petit logiciel. Son nom, Loïc. Après, c'est un jeu d'enfant. Le principe est simple, c'est comme un sitting. C'est de multiplier les connexions sur un même site, mais de manière instantanée. On a 10 000 connexions qui se font en moins d'une seconde. Le serveur ne peut pas répondre, donc le site, c'est blackout total, il est HS. On n'aura plus de possibilité de s'y connecter. Par contre, là, avec Loïc, chaque utilisateur envoie ainsi plusieurs centaines de messages sur le site ciblé. S'il y a plusieurs dizaines d'utilisateurs, le site sature et se bloque. Il suffit de taper le site web. Là. Un gros bouton vert, c'est très simple pour l'utilisateur, elle a qu'à cliquer dessus pour lancer l'attaque. Et donc là, qu'est-ce qui se passe en fait? Là, il se passe des millions de connexions qui vont se faire dans un laps de temps de 10 à 20 minutes, ça dépend des connexions. Et en multipliant ce nombre d'utilisateurs de ce logiciel, on peut faire tomber un site web. On a eu les sites des Majors, de Sony, tous les Majors se sont passés.
Pas une semaine sans que les Anonymous ne bloquent des sites internet. Sites gouvernementaux ou commerciaux, nous avons essayé de contacter les entreprises victimes de ces attaques. Personne n'a voulu répondre sur les Anonymous ou sur les dégâts occasionnés. On ne souhaite pas s'exprimer sur ces trucs d'études au moins. En tout cas, notre directeur informatique ne voulait pas. Ah oui, parce que la plupart des gens qui me disent non, ils me disent non parce que pas par superstition. Par quoi? Par peur peut-être aussi qu'Anonymous, ça les énerve d'autant plus. Enfin, je veux dire, c'est un jeu du chat et de la souris, et si on se met devant, paf, on va s'en prendre dans la gueule, quoi. Les Anonymous font peur, et leur symbole de ralliement n'arrange pas les choses. C'est un masque étrange. C'est le visage de Guy Fawkes, un catholique anglais opposé aux protestants, exécuté en 1606 pour avoir tenté de faire exploser le Parlement. Une histoire qui inspire le film V pour Vendetta, un héros anonyme qui se bat contre un gouvernement injuste et sanguinaire. Et c'est bien ce symbole que les Anonymous ont voulu s'approprier. Mais quels sont les combats dont ils se réclament aujourd'hui? Pour le savoir, il faut remonter un peu le cours de l'histoire d'Internet. Nous sommes au cœur de Paris. Dans ce bâtiment ultra sécurisé se cache un data center. Sur 5 étages, 6000 m² de serveurs informatiques. Ici, on stocke toutes les données de grandes entreprises françaises comme des banques ou des grands magasins. Benjamin Bayard est un des précurseurs français de l'Internet. Tout ce que vous voyez, ce sont plein d'opérateurs différents. Un data center comme ça, c'est l'alimentation d'une ville moyenne. Cet expert en télécommunications nous rappelle comment est né le réseau mondial. Ils sont venus très très tard. L'armée américaine avait commandé une étude pour fabriquer un réseau militaire indestructible, y compris en cas de guerre nucléaire. On leur a livré les plans, il se trouve que c'était les plans d'Internet et que ça répond à cet objectif-là. C'est indestructible. Par contre, Internet répond à un deuxième objectif qui n'était pas demandé par les militaires, c'est incontrôlable. Parce que c'est indestructible, c'est incontrôlable. Puisque vous ne pouvez pas l'éteindre, vous ne pouvez pas empêcher les gens de s'en servir, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe dessus. Les militaires abandonnent le projet, mais il est récupéré par des universitaires qui veulent échanger des informations. Et en 1983, c'est la naissance d'Internet. Pour en retrouver les créateurs, il faut partir aux États-Unis, en Californie. Direction la Silicon Valley, à côté de San Francisco. Les géants de l'Internet sont tous basés ici. Parmi ces sociétés au chiffre d'affaires vertigineux, une organisation à but non lucratif, l'Internet System Consortium. Et voici Paul Vixie, l'un des pères de l'Internet moderne. Comme vous pouvez le voir, j'avais beaucoup de cheveux à l'époque. Je devais avoir 27 ans. Pionnier d'Internet, Paul Vixie est nostalgique des débuts. Car pour lui, aujourd'hui, le net, c'est surtout ça. Un gigantesque supermarché. On s'est, selon lui, bien éloigné de l'idée de départ. Au début, le réseau servait surtout aux chercheurs universitaires. Ils pouvaient s'échanger des fichiers et des emails entre chercheurs. N'importe qui pouvait le faire, et on s'échangeait tout entre particuliers, d'ordinateur à ordinateur. On n'aurait jamais imaginé au début qu'il y aurait des sites commerciaux sur Internet. Ceux qui se connectent à Internet doivent pouvoir partager n'importe quel fichier avec n'importe qui. C'est ça l'esprit d'Internet. Internet devait donc être l'endroit où l'on pouvait tout dire, tout faire, échanger librement des fichiers ou des idées. À la fin des années 90, vont naître alors aux États-Unis des sites où la liberté d'expression est totale. L'un d'eux se nomme 4chan, un site qui a pour seule philosophie de n'avoir aucune limite. Certains l'appellent même l'anus d'Internet. Cet Américain fait partie des Anonymous depuis les débuts du mouvement. Et pour lui, 4chan,
c'est l'ancêtre des Anonymous. 4chan est un forum où les tout premiers membres d'Anonymous se rencontraient, avant même que ne soit créé Anonymous, même avant que les pans entiers d'Internet ne soient construits. C'est la version la plus libre du réseau. À l'époque, c'était un peu comme le Far West. Il n'y avait pas de règlement. Le fondement, c'est qu'Internet doit être complètement libre. Vous devriez pouvoir écrire ce que vous voulez, même si c'est diffamatoire, même si c'est raciste, même si c'est sexiste, même si c'est quelque chose que la plupart des gens trouvent inacceptable. Sur 4chan, personne n'a d'identité. L'anonymat permet de tout faire et surtout de tout dire. Et pour chaque intervenant, le site génère la même signature, Anonymous. Le mouvement est né là, dans cet espace où tout est permis. Le truc avec les Anonymous, c'est qu'ils ont décidé qu'ils n'oublieraient pas, qu'ils n'abandonneraient pas le combat pour garder ce que le cœur d'Internet doit être, c'est-à-dire l'Internet libre. Alors les Anonymous ont grandi avec l'idée qu'ils allaient dorénavant combattre tous ceux qui ne voulaient pas de la liberté d'expression sur Internet. Ils veulent en finir avec ces gens-là. Combattre la censure sur Internet, c'est la mission que se sont donnés les Anonymous. Un événement va leur permettre de sortir de l'ombre et l'église de Scientologie va en faire les frais. En 2008, une vidéo de Tom Cruise apparaît sur le web. Dans cette interview de près de 10 minutes, il fait l'apologie de l'église de Scientologie et raconte comment elle a changé sa vie. Je pense que c'est un privilège d'être scientologue et c'est une chose qui se mérite. Parce qu'un scientologue agit. Il ou elle a la possibilité de créer une nouvelle réalité et de meilleures conditions de vie. À l'époque, la Scientologie aurait voulu faire retirer l'interview d'Internet. Mais les Anonymous voient dans cette tentative une volonté de censure insupportable. C'est une vidéo qui a fuité et dans laquelle Tom Cruise décrit les philosophies et les concepts internes de l'église de Scientologie. Ce qui s'est passé, c'est que la sécurité de l'église de Scientologie, réalisant que cette vidéo avait été rendue publique, a essayé de la retirer d'Internet, de la faire disparaître. Par chance, dans les premiers groupes d'Anonymous, la plupart des membres avaient bien compris la valeur de ce genre d'informations. Ils voulaient forcer les gens à rendre des comptes. Et ils ont donc décidé de faire des copies de la vidéo. Quiconque essaye de se mettre en avant et de dire « je contrôle l'information »,« je contrôle Internet »,« je contrôle la liberté d'expression », pour nous, c'est simplement inacceptable. Au final, l'église de Scientologie a perdu le combat. Diffusée sur des dizaines de sites par les Anonymous, la vidéo de Tom Cruise est aujourd'hui toujours disponible sur Internet. Mais au siège français de l'église de Scientologie, on minimise l'histoire. Pour les dirigeants parisiens, c'est plutôt l'agent de Tom Cruise qui a essayé de faire retirer cette vidéo. Moi, personnellement, je m'en fiche. Et après, c'est pas le combat de l'église de Scientologie de retirer une vidéo de Tom Cruise, quoi. Je veux dire, franchement, on a d'autres choses à faire que de se battre sur ces trucs-là, quoi. Ici, forcément, on n'aime guère les Anonymous. Et le porte-parole de l'église s'emporte contre ce qu'il appelle du harcèlement. Quand vous attaquez Internet, quand vous faites en sorte de descendre, de faire qu'un site ne soit plus accessible, que ce soit celui de l'église de Scientologie, celui du Vatican, celui d'une entreprise, quel que soit le site, vous êtes en train de lutter contre la liberté d'expression. La liberté d'expression veut que vous laissiez ces gens-là s'exprimer. Il n'y a aucun courage à être masqué et à s'attaquer à des gens pour leurs croyances. Il n'y a pas plus de courage. Pour moi, c'est les choses auxquelles on peut comparer. Il y a le Ku Klux Klan, c'est le même type de non-courage. Vous voyez ce que je veux dire? On est en groupe, on est masqué, on se sent fort, on s'attaque à une personne qui est noire. Et on est en groupe, on est masqué, on se sent fort, on s'attaque à un scientologue, c'est pareil. Des années plus tard, Tom Cruise montrera
qu'il n'est pas rancunier. Donnez-moi un autographe, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un autographe. Allez, Monsieur Cruz. Monsieur Cruz. Lors de la première d'un film de la star à Berlin, un Allemand le supplie de bien vouloir lui signer son masque d'Anonymous. Allez, soyez gentleman, signez-le-moi. Vous êtes très cool, j'adore. Merci, merci mille fois. Je vous aime. Tom Cruise a de l'humour. L'église de Scientologie, toujours en proie aux Anonymous, un peu moins. Le mois dernier, à Los Angeles, l'église fêtait l'anniversaire de la naissance de son fondateur, Ron Hubbard. Après 30 ans passés au cœur de la Scientologie, cette femme, Tori Christman, en est devenue une des plus féroces critiques. Mais je te le dis, tu dis des conneries. Tu es une poule mouillée. Avec une dizaine de ses amis, elle est bien décidée à perturber la soirée. Est-ce que vous pouvez la dégager de ma vue, s'il vous plaît? Allez les gars, vous n'êtes pas supposés être là. Allez. Est-ce que je t'ai blessé? Pauvre petit garçon. Ça prouve que tu es une poule mouillée. Vous voyez, ce sont des poules mouillées. Renvoyés de l'autre côté de la rue, les manifestants reçoivent du renfort. Ancienne scientologue, elle aussi, devenue Anonymous, cette jeune femme est venue prêter main forte. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce combat contre la Scientologie? Parce que j'ai vu de l'intérieur ce qu'ils font. J'ai quasiment passé ma vie entière dans la Scientologie et j'ai travaillé pour eux. Mais tout cela ne comptait plus quand j'ai décidé de quitter l'Église. Ils m'en ont voulu. Tori Christman, elle, sait ce qu'elle doit aux Anonymous. Grâce à eux, dit-elle, elle s'est sentie moins seule dans son combat. Avant que les Anonymous n'apparaissent en 2008, il n'y avait que 5 ou 10 personnes qui osaient parler, et même dire leur nom. Quand les Anonymous sont arrivés, des gens se sont mis à parler partout dans le monde, et les médias se sont intéressés à notre combat, et ont interviewé d'anciens adeptes. On a écrit des livres, c'était fabuleux, n'est-ce pas? C'est vrai, quand ils sont arrivés, je n'avais plus peur. Le courage revenu grâce aux Anonymous, et grâce peut-être à ce masque, qui permet toutes les audaces. Cet homme est un ancien Anonymous. Il accepte de parler de ses camarades, mais masqué, toujours. Car selon lui, c'est de là que vient la force du mouvement. Pour les adversaires d'Anonymous, l'anonymat, c'est une manière de se protéger. C'est vrai. Mais au-delà de ça, le fait de se créer une fausse identité vous donne une liberté de parole totale. Et cette expérience-là de la liberté de parole totale, dans un monde qui est très censuré, est une expérience très forte. Et ça fait de l'anonymat pas seulement un moyen de protection, mais aussi un moyen de s'exprimer autrement, de ne plus avoir peur de la manière dont on va être jugé par ce qu'on a dit, telle ou telle chose. Ça donne du courage et ça donne de la liberté. Fort de ses premiers succès, les Anonymous vont alors se lancer dans d'autres combats. Cette fois-ci, la pédophilie est l'ennemi déclaré. Depuis quelques années, les Anonymous traquent ainsi les pervers sexuels sur Internet. Tout commence en 2007. Dans un forum de discussion, un internaute décide de se faire passer pour une adolescente. Le but, inviter les éventuels pédophiles à se dévoiler. Et ça marche. Cet homme, un Canadien de 53 ans, engage la conversation. Conservé par les Anonymous, voici les captures d'écran de cette discussion. J'aime les hommes plus âgés. Et moi, j'aime les filles jeunes comme toi. Plus loin, il ajoute: tu as de beaux seins pour une fille de 13 ans. Je te montrerai bien mon sexe, mais mon fils vient de rentrer de l'école. Je dois aller à l'église. Plus tard, il n'hésitera pas à s'exhiber devant celle qu'il croit être une écolière de 13 ans. Les Anonymous vont être impitoyables. Il le dénonce à sa paroisse et à la police de Toronto. Quelques jours plus tard, il est arrêté et passera quelques années en prison. Depuis cette première victoire, il y a 5 ans, les Anonymous n'ont cessé de se battre contre ces pervers sur Internet. Mais pour rencontrer ceux qui mènent la lutte aujourd'hui contre la pédophilie, il faut aller au Brésil. Ici, il y a plus d'utilisateurs d'Internet que d'habitants en France.
Mais le Brésil bat d'autres records. En quelques années, le pays est devenu une des destinations préférées des touristes sexuels. L'UNICEF estime ainsi à 250 000 le nombre d'enfants brésiliens livrés à la prostitution. La pédophilie, cible numéro 1 des Anonymous brésiliens. Et ici, comme partout ailleurs, les Anonymous sont prudents. Satyagraha est un pirate informatique. Il accepte de nous rencontrer, mais par Internet. Il veut nous raconter l'opération Darknet en novembre dernier. Bilan, une quarantaine de sites de pornographie infantile fermés. Parmi eux, Lolita City, où les pédophiles du monde entier s'échangeaient photos ou vidéos. Voici une des pages du site que nous avons préféré occulter. Les images, bien sûr, mais aussi les discussions entre pédophiles sont indiffusables. Suite à cette attaque, contre ces 40 sites, les adresses informatiques des pédophiles ont été rassemblées. Je vous envoie la carte que nous avons faite. Nous avons placé sur cette carte leur lieu de résidence. Il y en a partout dans le monde et quelques-uns au Brésil. Et on a donné toutes ces informations aux polices locales et à Interpol. Mais tout cela n'a pour la police aucune valeur juridique. La manière d'obtenir ces informations est juridiquement illégale. Donc ces preuves ne peuvent pas être acceptées par la justice. Ce n'est pas frustrant pour vous? C'est un problème, c'est sûr. Si le système était mieux fait et acceptait ce que font les Anonymous, ça serait beaucoup plus utile. Mais sans nous, ça serait bien pire. On devrait faire beaucoup plus d'opérations de cette nature pour tenter de faire disparaître ce fléau. Surtout au Brésil. On fait notre possible. Pour les Anonymous brésiliens, l'essentiel est là. Avoir mis hors d'état de nuire des dizaines de sites pédophiles. À Brasilia, d'autres traquent également les pédophiles. Ce sont les policiers fédéraux du commissaire Julio César. Ils interpellent une centaine de pervers par an. Si le commissaire salue le travail des Anonymous, il remet en cause leur méthode. Il n'est pas rare qu'ils commettent des injustices. Nous avons le cas ici d'une personne qui a été dénoncée injustement. Il y avait un site raciste et pédophile créé par quelqu'un qui se cachait sous divers pseudonymes. Et plusieurs hackers, dans le but de jeter l'opprobre sur cette personne, ont révélé un nom et une adresse. Sauf que ce n'était pas le bon coupable. Cette personne n'avait rien à voir avec ce site pédophile et raciste. Cette personne, dont le nom avait mal été utilisé, a énormément souffert de voir ses données divulguées et du harcèlement qui a suivi cette dénonciation par les hackers. Car elle n'avait vraiment rien à voir avec ce site pédophile. Pourtant, elle a été la victime dans cette histoire. Quelques étages au-dessus, les policiers d'un autre service s'intéressent aussi aux